Hello Mike, hello Manu. Salut Flo, salut Manu. On Salut va... Flo, salut Mike. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. On va parler d'immobilier, d'investissement. C'est ready? Allez. Yes. Let's go. Alors Mike, une question. Comment débuter dans l'immobilier? Est-ce qu'il faudrait avoir un budget limité ou sans apport? Alors actuellement, sans apport, c'est compliqué. C'est plus comme il y a quelques années où on pouvait faire le financement avec 110%. Donc les frais notaires étaient inclus dans le package. Maintenant, les banques ont resserré un peu la vis. Et donc c'est plus compliqué, il faut de l'apport. Et le mieux avant de commencer, comme on en avait discuté, c'est d'abord d'aller voir un courtier ou sa banque pour bien ficeler le projet global. Déjà, si on veut acheter dans l'ancien ou dans le neuf, c'est pas le même dispositif. Par exemple, pour un jeune couple qui débute, qui était locataire, ils peuvent avoir le prêt à taux zéro, le PTZ, qui a été reconduit. Et il y a également d'autres dispositifs. Par exemple, quand c'est pour du neuf, quand le DPE est bien noté, donc on parle de A, B et C, surtout, non, c'est AB de mémoire. Là, vous avez un taux qui est plus intéressant que si vous achetez dans un logement où le DPE est par exemple D. Toutes les banques Non, pas toutes les banques. De mémoire, il y a la Banque Postale, Crédit Agricole qui fait ça. En gros, tu gagnes, par exemple, si le taux il a 3,80, toi, tu auras 0,5 en moins. Ah, ok. Donc, c'est quand même un coup de pouce quand tu cumules ça avec le prêt au zéro et parfois TVA 5,5. Donc, pour les zones en rue où il y a une aide de l'État parce que tu as investi dans un quartier qui est en refonte, entre guillemets, en rénovation urbaine, là, ça peut être des dispositifs que tu peux cumuler qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est sûr. Et toi, Manu, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Donc moi, ce que j'en pense déjà pour commencer sans apport, je dirais déjà le sans apport, je préfère distinguer sans apport de sans épargne. Je ne conseille pas sans épargne, hein. Et souvent, il faut quand même un petit apport. Déjà, c'est compliqué avec les banques parce que évidemment, avec les taux actuels et notamment si vous investissez, vous comprenez bien que la banque croit à votre projet, il faut investir vous aussi un petit peu d'argent, c'est Mm. ultra important. Vous ne prêteriez pas de l'argent à quelqu'un qui n'investit pas lui-même dans son projet. C'est sûr. Donc, a priori, en ce moment, il faudra avoir un petit minimum, même si c'est arrivé qu'on fasse du 110%, hein, c'est-à-dire avec frais de notaire et travaux inclus. Et derrière, souvent, soit vous aurez les frais de notaire qui vont vous demander, mais même si vous arrivez à les intégrer dans le prêt, vous aurez les frais de dossier. Combien même vous arrivez à les intégrer dans le prêt, vous aurez le prorata de taxe foncière ou le prorata de charge de copropriété. Donc, sans apport, ça me paraît compliqué. Il y a toujours un petit à mettre. Donc, voilà. Après, derrière, il faut bien définir son projet. Donc, connaître sa capacité d'emprunt. Combien on veut emprunter? Est-ce qu'on veut aller au max ou pas? Et derrière, quel est le projet, la rentabilité? Est-ce qu'on veut faire de l'achat-revente? Est-ce qu'on veut faire de la location? Est-ce qu'on veut faire de la résidence principale et puis revendre quelques années plus tard? Ça à définir. Et toi, par exemple, sur quelle stratégie tu es le plus à l'aise? Moi, sur les stratégies sur lesquelles je suis le plus à l'aise, bah, c'est sur de l'achat locatif sur une durée que j'ai bien définie au préalable. Et derrière, pour revendre avec une plus-value. Certes, la plus-value, on ne peut pas la connaître en avance, mais il faut regarder à l'instant T, est-ce que lorsque je revends, est-ce que je perds des plumes ou pas? Si je ne perds pas de plumes, normalement, ça devrait bien se passer. Le gain absolu, il sera positif puisque vous allez amortir du capital. Et si vous revendez au même prix, vous récupérez le capital amorti. En plus, c'est... Et en général, il a raison parce qu'en général, on gagne de l'argent avec l'immobilier à l'achat. Si on achète bien, en général, on est sur de bons rails. Parce qu'en général, le bien ne va pas trop décoter dans le futur. Donc au départ, c'est pour ça que c'est bien important de négocier ou de savoir où on achète. Si c'est un projet, par exemple, quand c'est du neuf où tout va s'améliorer dans le quartier, il va prendre de la valeur. Ou dans l'ancien, parce qu'on rénove d'une façon certaine. Et du coup, on sait que dans le futur, on pourra revendre plus cher. Et c'est quoi les choses, enfin les critères à bien définir en amont pour être sûr d'avoir une plus-value latente lorsqu'on fait un achat dans ce type-là? Quel type dans le neuf ou dans l'ancien? Les deux, qu'est-ce que tu préfères? Bah déjà, moi, je pense qu'il faut connaître le secteur. Même si on n'habite pas sur place, il faut vraiment connaître très très bien le secteur. Pour pas déjà avoir de mauvaises surprises. Parce qu'il suffit qu'il y ait un projet qui doit voir le jour dans le secteur. Par exemple, un transport qui devait arriver, finalement, il n'arrive plus. On n'est pas trop au fait de l'actualité. Et du coup, ce qu'on pensait être un bon levier pour monter sa plus-value future, c'est anéanti. Donc je pense qu'il faut d'abord bien connaître le secteur, anticiper les travaux. Parce que quand c'est dans l'ancien, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. On va en parler. On en a, On va en on en parler. a eu. Donc en fait, il faut vraiment anticiper. Parce que c'est vrai que la tendance depuis quelques années, c'est de minimiser les risques lors d'un investissement locatif. Tout est beau, tout est rose, totalement faux. C'est l'entrepreneuriat, donc c'est vrai que si on se jette comme ça
C'est comme si tu viens jouer un match de foot contre le Barça et t'es une petite équipe et tu t'es pas entraîné. Ça va être très compliqué, tu vas essayer des plumes, tu vas prendre des buts. Bah, c'est pareil, sauf que c'est des dizaines de milliers d'euros, potentiellement. Donc franchement, faut être prêt. Quand tu vas à la guerre, il faut avoir des armes. Et c'est vrai que si t'as pas de connaissances, ou si t'as pas d'experts autour de toi, ou si t'as pas d'informations vraiment deep, parce que te dire que c'est facile, tout est beau, tout est rose, c'est pas ça de l'info. Il faut expliquer aussi les mauvais côtés qu'il peut y avoir et la prévention qu'il faut avoir en avançant sur ce projet. C'était toi, Manu, on en avait parlé juste avant. Qu'est-ce que tu avais mis en place justement pour être sûr de bien être bon dans les travaux? Tu as eu quelques déconvenus, si tu veux en parler. On va en parler, il n'y a pas de souci. Pour revenir à ce que disait Mike, effectivement, il y a le secteur, l'emplacement, c'est la clé. Vous ne savez pas quel type de projet il va y avoir dans la ville, ça peut être compliqué. Imaginons il y a un projet de logements sociaux ou un projet de boîte de nuit et que vous avez acheté à côté d'une boîte de nuit, votre bien risque de décoter. Ça, c'est clair. Après, vous allez regarder aussi la ville, comment elle est. Est-ce qu'il y a un pôle économique? Est-ce qu'il y a un pôle touristique? Il y a un pôle étudiant? C'est ça qui va vous permettre de dire si vous allez pouvoir louer ou pas et si vous allez avoir de la demande derrière. Ensuite, pour la partie travaux, effectivement, il n'y a jamais de... Les travaux, ça ne se passe jamais comme prévu, il faut le savoir. Jamais comme prévu. Jamais comme prévu. Moi, ce que je conseille de toute manière, c'est de faire un cahier des charges bien précis avec chaque lot. Le lot électricité, le lot peinture, le lot sol, etc. Dans votre cahier des charges, évidemment, vous demandez de respecter tous les DTU, que ce soit DTU, électricité, peinture, sol, plomberie. Ça, vous demandez le détail. Vous mettez un planning de réalisation. Et dans ce cahier des charges, vous demandez également un devis avec le détail des prestations. C'est-à-dire, vous séparez à la fois les fournitures de la main-d'œuvre. Comme ça, vous pourrez regarder si vous pouvez optimiser les coûts de fourniture. Ça, c'est intéressant. Et vous demandez toutes les lignes du devis. Parce que si vous avez un litige, eh ben, qu'est-ce qui fait foi? C'est le devis et le cahier des charges. N'oubliez pas aussi, dans le cahier des charges, de mettre des pénalités de retard. Quand je dis mettre des pénalités de retard, c'est l'artisan, il vous dit il fait les travaux en 4 mois. Vous lui dites 5 mois. À partir de 5 mois, vous mettez des pénalités de retard. Si l'artisan refuse, c'est qu'il sait déjà qu'il va être en retard et qu'il ne va pas bien faire le boulot. Donc déjà, c'est le premier conseil, faire un cahier des charges bien précis. C'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Cahier des charges, effectivement. Même avec, des fois, c'est... Oui, c'est vrai. Parce que, moi, j'avais eu le cas, je me souviens, c'est mon premier appartement. Moi, je voulais vraiment déléguer un maximum pour avancer déjà par rapport au boulot quotidien et aussi pour les prochains invests. Et bah, pour le coup, il y a un artisan qui est venu. Moi, j'étais pas sur place. Et en gros, il a demandé un acompte. Et c'est pas un énorme acompte par rapport aux travaux, etc. Moi, j'avais vraiment regardé ça de loin. Et pour le coup, il est parti avec l'acompte, il a pu donner de nouvelles. Le deuxième, par contre, là, j'ai mis les mains dedans et je voulais faire attention parce que entre deux artisans, on avait 20 000 euros d'écart pour la même prestation. Et moi, j'ai fait jouer un peu mon réseau. C'est un ami qui m'a présenté une société qui était vraiment sérieuse et qui a repris le chantier en cours parce qu'il y avait des gros risques au niveau de l'immeuble. Et ça m'a sauvé parce que sinon, on n'était pas beaucoup, hein. On n'était que 6 copropriétaires. Donc c'est pas anodin, 25 000 euros, 20 000 euros à peu près de différence de devis. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment être dedans. Le mieux, c'est d'avoir une recommandation. En général, ça se passe plutôt bien quand on a une recommandation d'un mec qui a travaillé chez un confrère ou un ami ou de la famille de façon juste, mais il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro et souvent, il faut comparer. Là, il y a eu 2 devis, on aurait pu mettre un 3e. Ouais, carrément. Et ce serait quoi, sinon, les éléments à vérifier pour s'assurer de la fiabilité de l'artisan, hormis le réseau? C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Regarde, il suffit tu peux lui demander, je peux voir un chantier que vous avez fait, il te montre des photos, ou même il t'envoie sur place sur un chantier, tu vas pas en faire 10. Et franchement, j'en ai vu qui ont... Bah moi, pour le coup, le mec, il a bien bossé chez moi, sur un de mes appartements, c'est une autre histoire. En gros, il a fait la presta pour tout ce qui était sol, peinture. Chez moi, il a travaillé très très bien, rien à dire. Chez mon ami avant, qui était celui qui m'a un peu formé dans l'immobilier, pareil. Je l'ai envoyé chez un cousin à moi, catastrophe. C'était pas horrible, mais c'était pas du tout la même qualité de travail. Il pouvait pas le nier. Et tu sais pourquoi il a moins travaillé? Sous-traitant? Non. C'est parce que c'est tout bête. Hein. En fin de compte, mon cousin habitait trop loin de chez lui. Non. Et donc son argument, c'était de dire... Non mais c'est vrai, il a dit ça. Hein. Et pour le coup, il a dit comme argument... Ouais mais vous savez, c'est pas pratique, j'habite très loin, donc je pars plus tôt. C'est quoi cet argument? C'est incroyable. C'est comme ça qu'il s'est justifié d'avoir fait un travail moins précis. Parce qu'il a l'habitude d'avoir les chantiers vers chez lui, dans son confort. En fait, tu le sortais de la zone de confort. C'est lui qui a accepté le chantier, personne ne l'a forcé. Surtout qu'il avait l'adresse. Il pouvait regarder sur Maps, il avait l'adresse. Incroyable. Et donc en fait, le premier jour, ça allait, le deuxième jour, et puis après, il commençait à partir un peu plus tôt parce qu'il y avait des bouchons, on est en région parisienne.
Et du coup, il était un peu laxiste. Et à la fin, même moi, j'étais gêné. Et quand on lui a demandé, il a été franc par contre, hein. Il n'a pas menti. Vous voyez, de toute façon, c'était factuel. La peinture n'était pas posée de la même façon. Donc là, même dans le cas où c'est une reco, boum. Alors, c'est une reco, mais il faut préciser, est-ce que le chantier n'est pas trop loin de là où vous habitez pour Ouais, au mais cas c'est où une anecdote, mais Ouais, Ouais, quand même. il abuse, il Donc, abuse. moi, je pense qu'il faut quand même vérifier la décennale de l'artisan. Donc, lui demander une copie. Et s'il faut appeler l'assurance décennale pour savoir s'il est bien à jour, en fait, Oui, effectivement. qu'il a payé. Je pense que c'est ultra important parce que si vous avez des soucis et qu'il n'avait pas de décennale, ça risque d'être catastrophique dans le futur pour vous. Derrière, après, les artisans, ils sont tous différents. Vous pouvez regarder les avis, effectivement, Google. Regardez les mauvais avis, c'est dû à quoi? Si c'est... on voit si c'est quelqu'un qui est un petit peu jaloux, on voit les arguments, ils volent pas haut. Si c'est des arguments concrets avec des photos concrètes, vous pouvez vous dire, l'artisan, il est capable de me faire ça sur mon chantier. Et ça, c'est important. Après, il faut être sur place. Les travaux, c'est un truc important. Il faut être sur place, il faut les suivre, les artisans. Sinon, vous allez avoir des surprises ou des vis cachées irrattrapables. La plomberie, une fois que c'est masqué, c'est masqué. Vous pouvez plus le revoir. Et quand vous aurez des fuites, là, vous allez le découvrir. Et là, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'argent. Donc, le meilleur moyen, c'est quand même de suivre le chantier. En sachant aussi que la décennale ne s'applique pas sur tous les Ouais. pôles d'activité, en fait. Si la décennale sur la peinture et qu'il fait des travaux de plomberie, ça va pas jouer. Exactement. Et c'est un point qui paraît bête, mais pour moi qui est essentiel. C'est avant de commencer à investir, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on est prêt à bosser dessus vraiment à côté de son boulot et de se donner corps et âme entre guillemets pour assurer le bon fonctionnement? Il n'y a pas de risque zéro, mais au moins de stabiliser un peu l'investissement. Ou alors on veut vraiment s'en décharger. Si c'est un mec par exemple qui a 50 ans, qui a une famille, qui veut pas s'occuper d'un investissement au quotidien, moi je lui conseille d'acheter quelque chose de plus facile. Bien sûr. Un logement neuf, il peut avoir des problèmes. Si c'est un gros promoteur, ça va se régler dans le temps. Par contre, si c'est un mec qui est un peu fougueux comme nous trois et qui en veut, là il peut monter sur un projet plus risqué. Par contre, il aura plus de temps et de charge à lui-même, quoi. Donc il faut vraiment se comprendre et se connaître. Surtout que quand il y a des travaux comme ça, moi ce que je recommande, c'est surtout d'investir là où c'est pas trop loin de lieu d'habitation. Parce qu'effectivement, si l'artisan, lui, n'a pas pu aller, si c'est à 4 heures, vous n'allez jamais faire 4 heures systématiquement pour s'assurer de l'avancée du Sauf dossier. si on a un parent en qui on a très confiance, par exemple un frère ou un papa, ou etc., qui habite à côté et qui s'y connaît, Oui. qui gère tout, là ok. On peut Mais laisser sinon, piloter. Le côté, ouais, j'habite à Marseille, j'achète à Paris et c'est facile? Non. Non, c'est impossible. C'est pas impossible. Moi, je le C'est dis, pas c'est facile. impossible. Il faut suivre les Franchement, c'est travaux. pas facile. Faut suivre les travaux parce que vous allez avoir des surprises. Une fois, un artisan, c'est marrant, mais parce que je suis dans la salle de bain, je lui dis oui, vous êtes en train de faire quoi là, les travaux? Là, il dit on est en train de faire la salle de bain, truc. Je suis à l'intérieur, il n'y a personne. Je lui dis mais attends, pourquoi tu me mens? Là, je suis dans l'appartement. Il savait pas que j'étais dans l'appartement. Il me dit ah quoi, t'es dans l'appartement? Je dis bah oui, je suis dans l'appartement. Pourquoi tu me dis que t'es en train de faire les travaux, que t'es en train de rien faire? Donc si C'est vous fou. suivez pas vos travaux, c'est compliqué. Il faut aller sur place, il faut aller à l'improviste, voir ce qui se passe sur votre chantier. Et même, tu te rappelles, sur une de tes rénovations, tu m'avais expliqué, tu avais pris tout le matériel en avance. Ouais. Et donc faites attention, c'était la machine à laver, il avait complètement sali, Ouais. ils avaient mis des... Ouais, ils avaient mis des trucs dessus, ils avaient coupé des trucs dessus, ils m'avaient abîmé la machine à laver alors qu'elle était neuve. J'ai acheté tout le matos en avance. C'est pour ça que les gens, il faut les suivre et il faut mettre des pénalités. Les travaux, c'est vraiment la partie que j'aime pas, mais on en rigole après. C'est la partie la plus dure, mais j'ai eu des histoires avec les artisans où voilà, ça se règle de façon Non, mais des fois. c'est bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on pourrait tout enjoliver, mais ça rend pas service aux gens. Parce que franchement, moi pour le coup, quand j'ai un pote qui me dit qu'il veut se lancer dedans, c'est pas que je lui fais peur, mais je lui donne les éléments en amont. Comme ça, il sait déjà qu'il va avoir du boulot. C'est pas facile. C'est pas facile. Si tu fais une opération risquée, forcément, tu as du boulot et tu n'as pas de risque zéro. Il faut s'y préparer mentalement. C'est très important de se connaître par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu même une anecdote. C'était les premiers chantiers que je faisais. Électricité, je vérifie. Déjà, je vois que le tableau, il n'est pas à hauteur réglementaire. Donc, je me dis, il y a un premier problème. Et ensuite, je vois qu'il a branché toutes les prises sur un seul digi. Si vous vérifiez pas ça, honnêtement, une fois que tout est fermé, vous lui dites c'est bon. C'est des petits trucs, c'est bête, hein, mais à vérifier. Et si vous y connaissez pas et vous avez un doute, faites appel à un électricien, vous dites voilà, j'ai un doute sur ça, et il vous dira. Par contre, il va vous faire un devis. Par contre, dites-lui de vous montrer les anomalies pour que vous compreniez c'est quoi les anomalies. Et là, c'est un moyen un peu de se prémunir des travaux qui auraient été mal faits.
Ouais, les malfaçons, ça peut être vraiment des gros risques. Il y a quoi d'autre encore comme risque auquel un investisseur peut faire face lors d'une rénovation ou... Bah, toi, donne-nous un peu ton expérience parce que Bah, tu en as vécu aussi. Moi, à part les travaux, c'est les seuls risques que j'ai eu. Mais c'était juste le premier, j'avais pas assez estimé le montant des travaux. Je pensais qu'il fallait le faire après le D'accord. financement, mais je l'ai fait. Alors, il fallait le faire avant Oui. pour pouvoir l'intégrer dans le financement total. Donc, j'ai dû faire les travaux, mais c'était pas trop loin de chez moi. C'était à 2 heures, donc j'y allais. J'ai compris que maintenant, je fais un devis avant et que je l'intègre dans la banque. Les autres travaux que j'ai eus, c'était au niveau de la rénovation. 3 devis, 3 artisans, 3 prix différents. Un à 35 000, un à 32 000, un autre à 90 000. Ok. S'assurer que les décennelles fonctionnent bien sur les pôles humides, la partie humide, donc tout ce qui est plomberie. Quelqu'un qui a de la décennale sur la peinture, c'est de la peinture, ça n'a pas trop d'impact. Mais sinon, c'est surtout, est-ce que le rendement attendu est réel par rapport à ce que j'ai prévisionné? Si toute ma stratégie est axée sur un certain type d'investissement, par exemple la location courte durée, et que finalement il n'y a pas de demande, et que la location nue classique est inférieure au prix du crédit, là c'est un mauvais invest. Donc il faut vraiment prendre le scénario catastrophe. Moi c'est ce que j'ai fait. J'avais tout axé mon tout premier bien sur la location courte durée, en disant que j'allais faire fureur. Au final, il y avait une clause dans les, dans les charges de copro, Règlement de copro. le règlement de copro, pardon, qui indiquait que toute habitation est exclusivement à titre bourgeois. C'est-à-dire que tout ce qui est courte durée, c'est interdit. Je ne savais pas. Donc quand j'ai commencé, j'ai reçu un courrier du syndic, il faut arrêter ça tout de suite. Et heureusement, la chance que j'avais, c'est que le loyer attendu en location classique était pile poil du montant de mon crédit. Donc D'accord. finalement, j'ai pas perdu trop de plumes. Et j'ai appris que cette clause-là, maintenant je la connaissais pas. Et systématiquement, si jamais je veux faire, je fais pas de courte durée, mais si jamais je devais en faire ou si quelqu'un veut en faire, faut qu'il s'assure de ça également. Bah, t'as totalement raison parce que moi j'ai vécu à peu près la même chose. En fin de compte, j'avais acheté un appartement très proche de Paris dans le 92 dans le but de faire la location courte durée. Et c'était pendant le premier confinement. J'ai eu des mauvaises surprises. Il y en a qui ont fait des soirées dans mon appartement. Ils m'ont cassé l'appartement, quoi. Des cloisons, ils m'ont arraché le rideau. Après, j'ai d'autres locataires qui m'ont volé une télé carrément. En gros, j'ai eu un appartement, il y a plein de problèmes sur l'Airbnb. Et pour le coup, j'ai un ami qui lui en faisait beaucoup, surtout vers Disneyland. Et il a arrêté sa stratégie parce qu'en fait, c'est bien la location courte durée quand tout se passe bien, quand tu as des bons locataires et tout. Mais c'est compliqué parce que tu sais pas qui rentre, qui sort forcément. Moi, j'avais mis un système automatisé en place. Et c'est vrai qu'on a eu des déconvenus. Donc après, la personne du ménage, elle sait que c'est pas elle. Le mec qui s'occupait de mon booking, il me dit, il comprend pas d'où ça vient, etc. Tu fais des réclamations, t'as pas forcément gain de cause auprès d'Airbnb. Donc j'ai dû arrêter cette stratégie-là. Je suis passé en LMNP classique, on va dire. Mais du coup, mon rendement, il est plus le même. Donc ça, c'est une expérience que tu fais bien de partager parce que j'ai vécu la même chose, ouais. Ouais, tu fais bien d'en parler, le règlement de copro, donc que ce soit à courte durée ou la colocation, des fois c'est interdit, hein, la colocation dans les règlements de copro. Autre chose que je pense qu'il faut regarder, c'est l'entretien de l'immeuble, notamment s'il y a un ravalement qui va arriver dans les prochaines années. Donc il faut savoir quand est-ce qu'il a été fait le dernier ravalement, parce qu'un ravalement de façade, ça peut être 15 000 boules, 20 000 boules, donc c'est pas rien à lâcher. Et derrière, à quoi faire attention, comme vous disiez, vous connaissez pas en fait en Airbnb. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes. J'en ai eu des petits, j'en ai eu des petits, mais bon, c'est pas. Il y a quelqu'un qui avait laissé un vieux steak saignant, du sang partout dans le frigo. Il a laissé ouvert. C'était une horreur, mais j'ai pas eu de trucs de fou en Airbnb. Allez, des lits un peu cassés. Bon. Ça se règle. Du matériel, on était que sur du matériel. Voilà, on est que sur du matériel. Ça va dans ce cas-là. Ouais, ça va, mais j'ai compris que ça pouvait mal tourner aussi. Par contre, il y a un truc qui est arrivé à un ami, on n'y pense pas souvent quand on achète un bien. Avant d'aller signer l'acte authentique, aller refaire une visite du bien. Lui, c'est avéré que le bien, il était squatté. Donc, ils ont repoussé la signature tant que les squatteurs n'étaient pas sortis, ils ne signent pas. Tu es en train de dire qu'il l'allait signer et un jour avant la signature Voilà, de l'acte authentique, c'est ça? C'est ça, il est parti voir en fait l'immeuble, il a vu que l'immeuble était squatté. Et ça, c'est important quand même de le faire. On n'y pense pas, hein. C'est des petits trucs en fait tout bêtes, mais quand il m'a raconté l'histoire, j'ai dit ah oui, c'est vrai, faut quand même le vérifier le truc. C'était une maison, non? C'était un immeuble? Non, c'est un immeuble. D'accord, ok. Il faut le savoir. Ça, c'est... Bon, sur le marché actuel, on a reçu des questions. Ah oui, Le marché de l'immobilier. c'était une question justement d'un ami qui me disait
qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui? Est-ce que ce serait de faire de l'investissement locatif ou d'acheter sa résidence principale en espérant faire une plus-value après, future? Personnellement, j'ai depuis le départ. Ah, on n'a pas fait la même stratégie, toi et moi. C'est vrai, j'allais dire comme toi. Manu, je sais pas. Comme Manu, c'est plutôt comme Manu. Ah, comme Manu. Moi, j'ai eu parti pris de louer ma résidence principale et d'acheter en parallèle. Parce que ça me permettait du coup à chaque fois d'avoir le levier de dire en gros, j'achète pour habiter dans le futur logement. Et j'ai pu acheter plusieurs appartements comme ça. Mais franchement, tout dépend de chacun parce que, encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Si la personne, elle veut être tranquille, pépère, acheter sa résidence principale avec sa femme ou ses enfants ou même célibataire et pas se prendre la tête, il spécule pas du tout, il travaille à côté et un jour peut-être que ça prendra pas mal de valeur, il récupère de la plus-value et il verra ce qu'il fait. Là, c'est un schéma qui est bien aussi. Faut se connaître encore une fois. Si tu préfères monter rapidement, tu vas plutôt comme Manu et moi, c'est-à-dire qu'on va louer, acheter, acheter, acheter. Maintenant, le crédit n'est plus le même qu'avant parce que là, les taux ont fortement augmenté. Donc, c'est plus difficile d'avoir l'effet de lever de la dette. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait acheter de l'immobilier en levant la dette à notre avantage finalement. Mais maintenant, c'est plus compliqué. Donc, tout dépend des gens. Et puis, il y a en fait l'achat du neuf et de l'ancien qui est totalement différent. Là, on ne sait pas si l'État va continuer à aider les gens à acheter dans le neuf, par exemple, avec les lois de défiscalisation. Parce qu'en France, on avait depuis 40 ans des lois. Il y a eu Borloo, Cellier, Pinel, etc. qui permettaient à toi, moi, à un particulier, d'acheter à un prix dans le neuf, faire marcher l'économie de la construction. Et en contrepartie, tu pouvais, toi, défiscaliser chaque année. Donc, tu avais un loyer plafonné pour ton locataire et toi, tu défiscalisais. Ça, c'est un schéma qui plaisait beaucoup aux Français. J'en ai vendu beaucoup de ce type de biens et ça fait depuis 40 ans qu'on avait ça. Là, c'est arrêté. Donc le problème, c'est que ça refroidit beaucoup les investisseurs. Et il faut savoir qu'en France, la majorité du parc locatif provient des bailleurs privés. Donc c'est des gens comme vous et moi qui avons une résidence principale qu'on va mettre en location, qu'on achète un appartement, etc. On met en location. Et c'est les bailleurs privés qui représentent la majeure partie du marché locatif en France. Et là, le problème, c'est qu'il y a une baisse d'offres dans le neuf parce que les promoteurs sont frileux. Il y a moins de construction, il y a moins de mise en chantier, etc. Et dans le même temps, il y a un problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui sont logés. Donc on a une crise du logement également. Parce qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché du fait que les promoteurs sont un peu frileux d'aller sur les opérations. Donc on va voir comment ça évolue, mais là pour le coup c'est assez compliqué. Ouais. Wow. Je ne veux pas être trop pessimiste, hein, mais factuellement, c'est réel. Il n'y a eu que 800 000 ventes immobilières en France l'année dernière, ce qui est très peu. Comparé à ce qu'on a connu comme record il y a 3 ans, en 2021, on était à 1 200 000. 2021 1 200 000. Là, on est passé à 800. Ouais, Il y a une vraie baisse. Moi, je sais clair et net. en 2019, c'est là où j'ai levé le plus de dettes. Il y avait qu'on appelle ça, comment il s'appelle le système d'endettement qui était en différentiel. Le différentiel, Le ouais, différentiel. tout à fait, ouais. C'est intéressant. C'était le feu, ouais. C'était le feu. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est que nous, on a commencé à une époque, je pense toi aussi en même temps, Mike, 2018. Donc, en fait, typiquement, au CIC, quand tu avais un investissement qui te générait une trésorerie positive, ton endettement, il baissait. Ce qui te permettait de réemprunter. Et si tu faisais encore une bonne opération, ton endettement, il baissait encore. Ce qui permettait de réemprunter. Or, ces règles-là, elles n'existent plus. Donc, elles ne sont pas applicables aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était facile. On ne va pas se mentir, c'était facile d'emprunter. J'ai pu même, moi, acheter ma résidence principale parce que voilà, j'étais assimilé fonctionnaire et donc j'avais des facilités d'emprunt. Mais aujourd'hui, dire c'est mieux d'acheter sa résidence principale ou d'emprunter pour investir, en fait, tout dépend de la stratégie. Si votre but, c'est de gagner de l'argent, c'est ce qu'on a dit. Dans les deux cas, de toute manière, quand vous revendez, vous êtes sûr de ne pas perdre de plumes. C'est ça la première règle. Ensuite, quand on fait du locatif, est-ce que vous allez chercher du rendement, c'est-à-dire que des loyers élevés par rapport au prix d'achat, ou est-ce que vous allez regarder l'opération au global, ce qu'on va appeler la rentabilité, qui intègre la plus-value? Tout dépend de votre stratégie. Pour moi, il faut avoir une bonne rentabilité. Il faut avoir une bonne rentabilité et se dire quel est mon gain absolu. J'ai gagné tant par le cash flow, gagné tant par l'endettement et j'ai gagné tant par la plus-value. Voilà. C'est que des maths. C'est que des maths. C'est ça. Après, c'est vrai que, comme on le disait, on a pu acheter avec des taux intéressants, mais au détriment du marché global. Parce que moi, je sais que j'avais des clients qui me disaient mais vous vous rendez compte, c'est super cher, c'est n'importe quoi les prix. Et je leur disais oui, vous avez raison. Et du coup, ils étaient un peu choqués, ma réaction. Un peu froide et sincère finalement.
Parce qu'ils ont raison. Le marché immobilier, C'est très haut. en France, c'est trop élevé. Je suis d'accord avec eux. Mais pourquoi? Il y a une raison. C'est parce qu'en fait, à l'époque, en 90, dans les années 90, on pouvait acheter de l'immobilier avec des taux à 12-13%. On remboursait en moyenne en 14 ans. Depuis les années 2000, il y a eu l'appel d'air qui a fait que ils ont baissé les taux fortement. Ils ont permis à beaucoup de gens d'acheter avec beaucoup moins d'apport. Donc forcément, il y a une énorme demande. Donc l'offre, elle a fait quoi? Elle a grimpé. Elle a grimpé. Ce qui est logique. Et le problème, c'est que on se retrouve maintenant avec des prix très très hauts. Donc c'est vrai que tout le monde disait, l'argument des vendeurs, moi c'était pas le mien parce que bon, je pouvais pas, je reste quand même honnête. Ils disaient à chaque fois, c'est super, on peut emprunter, ça coûte rien. Ça coûte du temps. T'empruntes sur 25 ans. Et le temps, c'est tout, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Je préfère, moi personnellement, acheter avec 12, 13, 14, 15, même mes 20% si tu veux. J'achète à 20%, il n'y a pas de problème. Sur 5 ans. Si tu me permets de rembourser en 10 ans, Ok. tu vois le schéma, tu rembourses sur 10, 11, 12 ans et tu as 20%. C'est mieux ça que d'emprunter à 0,90 sur 25 ans. Tu as tout dit. Il n'y a pas photo. Parce qu'au final, tu es libre plus rapidement. Oui, absolument. Tu t'enlèves de la dette. Ah oui, c'est logique. Tu t'enlèves de la dette, effectivement. Et en faisant ça, c'est vrai que les prix montaient tout doucement. Il suffit de voir la courbe historique des prix de l'immobilier en France. Elle est comme ça. Et à partir des années 2000, elle explose. Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'encours immobiliers sur le terrain. Et donc, c'est ça qui a fait que les prix ont flambé. Donc, c'est un vrai problème. Non, mais en plus, généralement, la baisse du prix de l'immobilier, c'est juste une correction finalement. C'est pas vraiment, c'était tellement haut, même cette correction, ça reste quand même difficile d'emprunter et d'acheter. Oui, c'est sûr. Ça reste quand même difficile. Les taux ont fortement monté. Les prix restent relativement très très hauts aussi. Très très haut. C'est ça le problème, parce qu'en fait, des fois, j'ai des gens qui sont plus âgés. Par exemple, des gens qui ont 60 ans, qui me disent « Ah, mais les jeunes, vous êtes bien, vous achetez pas cher. Nous, à l'époque, quand on achetait, on était à 13-14%. » Je leur dis « Oui, mais le prix, t'as Le combien? prix, exactement. C'est le prix qui compte. C'est ça. Et puis Je préfère acheter à 50 000, je schématise, à 50 000 euros à 25% qu'à 500 000 euros à 1%. Bien Il n'y a pas évidemment. photo. Bien évidemment. Et il y a même, quelqu'un du gouvernement qui avait proposé une loi d'emprunter à 50 ou vers 60 ans. Mais vous imaginez la catastrophe? Si on emprunte, j'ai fait calcul, si on emprunte à 3% sur 50 ans, ça veut dire que ton remboursement, il sera plus élevé que la valeur de l'emprunt de départ. C'est lunaire. Ouais. Il fera le plus du double. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu empruntes à 40 ans, ta dette, c'est pour tes enfants. Absolument. Waouh. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Non, mais t'as tout dit sur le fait qu'avant, ils empruntaient peut-être à des taux plus élevés, mais ça durait moins longtemps. Donc, le temps, c'est la vie. Donc, Ils ont pu s'enrichir comme ça, les gens. Voilà, c'est Parce ça. que regarde, il suffit que tes grands-parents, ils aient acheté à l'époque 15 ans, ils remboursent. Ils rachètent 15 ans, ils remboursent. Tes parents font Bien une sûr. fois ou deux fois la même opération sans vraiment spéculer. Je parle vraiment du français moyen. Il fait ça et à la fin, son petit enfant, il aura de l'apport pour lui donner, Absolument. pour acheter. Par contre, celui qui n'a pas la chance d'avoir les grands-parents ou les parents qui avaient investi à l'époque dans la pierre et qui ont fait des belles plus-values, ils se retrouvent sur le marché. À la fin, il emprunte avec des taux relativement élevés, mais à des prix qui sont énormes. Qui sont Et là, s'il n'a décorrélés. pas de l'apport, il ne peut pas acheter, il est bloqué. C'est pour ça que de toute façon, une fois que la dette est levée, le plus rapidement possible, il faut la solder. Je suis d'accord avec toi. Peu importe le taux. Que ce soit 1%, 2%, 4%. Il faut toujours rembourser par anticipation. Si tu peux. Il faut maximiser pour pouvoir. C'est... Après, c'est vrai que quand tu veux on va faire ce qu'ils disaient tous à l'époque. Ouais, super, t'as un cash flow, t'empruntes sur une longue durée. Oui, mais il faut dire aussi aux gens que t'empruntes sur une longue durée. C'est le temps, C'est l'ennemi. pas anodin. Tu rembourses pas Le le capital. Oui. Exactement. Et c'est 25 ans de ta vie. Donc après, en général, on va pas aux 25 ans. On rembourse avant. On revend avant, on rembourse à la banque. Et après, on monte sur notre opération. On espère avoir fait une plus-value pour avoir de l'apport pour la prochaine opération. C'est un peu le schéma classique. Mais il faut prendre en compte. Toi, c'était ça que tu voulais faire un petit Moi, peu, je pense. moi, à la base, j'étais sur une stratégie il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire Similaire. que l'idée de départ, c'était d'acheter 4 biens, certes, qui génèrent de la trésorerie positive, de ne pas dépenser la trésorerie positive, de l'investir sur d'autres supports pour la faire croître et de rembourser rapidement en 15 ans tout et être tranquille. C'était 15 ans. Voilà, moi, je m'étais fixé à 15 ans, je rembourse tout. Et donc, je charbonne bien à côté. Les cash flows, je les investis, je fais fructifier. Et je rembourse tout et j'ai plus de dettes et je suis tranquille. J'aime pas trop les dettes. Même si l'effet de levier, c'est très bien. Mais une fois que tu n'as plus de dettes, tu dors quand même assez tranquille. On va pas se mentir. Puis après,
En fait, il y a le temps qui passe et on voit que d'un point de vue légal et fiscal, l'État s'attaque beaucoup à l'immobilier. Donc j'ai commencé à revendre. J'ai commencé quand même à me débarrasser. Flo, tu sais, je t'en ai vendu des biens, donc on sait très bien. Donc c'est-à-dire encaisser des plus-values et repartir sur d'autres projets peut-être à l'étranger. Voilà, c'est ça. Donc ça fait partie d'une stratégie qui a évolué dans le temps. C'est-à-dire j'ai consommé du capital, j'ai des plus-values, j'ai revendu. J'ai le cash qui revient et on va investir sur autre chose. Voilà. Non, vas-y. Non, mais clairement, ce que tu dis, c'est vrai parce que là, on voit bien que l'État veut s'attaquer aux propriétaires de l'immobilier. Ils font moins en moins d'efforts pour faciliter les crédits et surtout, même pour la plus-value que tu vas faire potentiellement pour ta résidence principale qui avant était exonérée, maintenant tu peux être taxé sur certaines conditions. Projet de loi de finances aujourd'hui, si on peut en parler, si vous revendez avant les 5 ans pour des raisons autres que professionnelles, séparation, il pourrait taxer la plus-value de la résidence principale. Ce que je trouve injuste, d'ailleurs. C'est dur. C'était une niche fiscale qu'on avait, qui était super. Tu pouvais du coup revendre sans payer les plus-values sans être taxé sur ta plus-value sur ta résidence principale. Et dans le même cas, en parallèle, ceux qui avaient acheté à l'époque des logements dans l'ancien avec des DPE, diagnostic de performance énergétique, assez négatif, par exemple GH, à partir de là, bientôt, en janvier 2025, ils ne pourront plus louer. Et après, 2028, les suivants. Donc c'est vrai que c'est bien parce qu'il y avait des passoires thermiques. Donc il faut aider les gens à se loger décemment parce qu'il faut être chauffé l'hiver, c'est tout à fait normal. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on fait en échange? Est-ce qu'on construit plus d'appartements? Non. Donc il y aura un gros problème. Il y aura moins de logements locatifs sur le marché. Et dans le neuf, on ne construit pas assez. Donc je ne sais pas où ils veulent aller. Avec toutes les lois qui sont en train de mettre, justement, la fiscalité qui est en train de changer, le LMP qui est attaqué, le DPE, etc., on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ouais, moi, c'est pour ça que je commence à sortir. Parce que déjà, je sais pas pour vous, déjà, vos taxes foncières. Moi, mes taxes foncières, elles ont pris 30%. Donc déjà, on voit qu'on commence à taper. Lors du précédent podcast, j'avais dit que j'étais à 20%. Toi, tu as pris 30%. Enfin, j'ai pris 30%, donc voilà, je suis transparent. Ensuite, effectivement, il y a le LMNP qui est en train... On va voir. C'est pas encore passé, donc on va voir. Ce qu'on a dit, la taxe sur la plus-value de la résidence principale, donc on attaque encore. Donc on a bien vu aussi le LMNP aussi. Avant, il y avait 3 conditions pour passer professionnel. Il n'y en a plus que 2. Toi, tu es passé professionnel, donc tu sais ce qu'il en est. Et je trouve que même les conditions, elles sont injustes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, il reste LMNP très très longtemps. Oui. Et quelqu'un qui part de zéro, il ne peut pas en profiter très rapidement. Et je trouve ça injuste, honnêtement. Je trouve ça injuste et voilà, je sens que l'immobilier, c'est facile à taxer. Et en plus, les Français disent rien. Donc à partir du moment où les personnes ne disent rien, ils vont continuer. Et pas de raison. Je crois qu'il y a 35% de Français qui sont propriétaires actuellement. Et donc c'est facile, comme tu dis, d'aller chercher l'argent là où il est. Donc là, pour résumer, on a des taxes sur la plus-value de la résidence principale potentielle. On a l'LMP qui va changer. Le Airbnb, ils sont en train de resserrer la vis. Le DPE, il se resserre fortement. On construit moins. Donc forcément, le paysage immobilier en France, il fait un peu peur. Il faut se le dire. On va voir comment ça évolue. Mais ce qui est étrange, moi, j'arrive pas à comprendre, c'est que quand on regarde la construction, le marché de la construction, le secteur entier génère plus d'1,2 million d'emplois en France. Et ça représente, je crois, c'est 6 à 8% du PIB français. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et là, quand on voit ce qui se passe, ça paraît négatif. Donc je comprends maintenant pourquoi Manu pense à investir à l'étranger. Et d'ailleurs, à l'étranger, tu avais déjà des endroits où tu aimerais diversifier? Il y a des endroits, je ne vais pas trop en parler parce que pour l'instant, voilà, je réfléchis, donc je ne veux pas trop en parler. Et puis des fois, tu peux te mouiller. Tu sais, quand tu commences à dire où tu investis, il y a tout le monde qui vient aussi, tu vois. C'est vrai. Je pense que moi, je l'ai connu avec une ville où tous les Parisiens, ils sont venus d'un coup. Tu parles d'Angers? Non, c'était une ville en Normandie, à 1h30 de Paris, où avant, il n'y avait personne. On a dit, ça coûte pas cher. Ici, on est franc, on se dit tout. À Rouen, typiquement, où il n'y avait pas de Parisiens, tous les Parisiens ils sont venus d'un coup. Bon, ça fait augmenter les prix. C'est très bien, mais ça a mis un peu de concurrence. Donc en fait, et les Parisiens, ils achetaient à n'importe quel prix. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Île-de-France, c'est cher par rapport au reste de la France. Et dès qu'on va dans d'autres régions, on se dit, c'est pas cher.
Et les Parisiens achetaient à n'importe quel prix parce qu'effectivement, ils arrivaient quand même à trouver un bon rendement. Et je trouve que ça fait augmenter le marché et ramener du monde dessus de façon déraisonnable. C'est mon avis. Ouais, je comprends. Bah, c'est ça. Il y a eu le cas aussi à Bordeaux. Ils sont plaints qu'il y ait beaucoup de Français. Ils sont en masse là-bas, hein, c'est ça. C'est clair. Non, ils sont pleins à Bordeaux qu'il y ait beaucoup de Parisiens qui investissent. Ça fait grimper les prix de Bordeaux. Parce que c'est vrai que les salaires parisiens ne sont pas les mêmes forcément que ceux de province. Et donc, ils ont plus d'enveloppe budgétaire pour investir. Donc, c'est un problème pour eux. Ouais, ça fait augmenter le prix de D'un autre l'IMO. côté, c'est l'économie qui tourne. Parce que s'ils investissent, bah, ils vont peut-être consommer plus dans les restaurants, acheter des fringues sur place, etc. Donc, en vrai, c'est tout un process qui se met en place. mais Ça je fait des comprends. emplois, etc. L'hôtellerie qui fonctionne, tout fonctionne. Mais je comprends par rapport en fait, nous, on veut juste acheter le bon prix. Le bon prix. Ce qu'il disait Manu, c'est que, imaginons, tu vas à Rouen avec le prix du marché, je sais plus, c'était 100 000 euros, je crois, à peu près. Ou... Ouais, on était quoi, 2000 euros le mètre carré Ouais, voilà. à l'époque, hein, mais là je parle à l'époque, maintenant ça a augmenté. Mais... Et quand quelqu'un arrive, il te dit, je l'achète à 4 000 euros du mètre carré, tu te Ouais. dis que là, ça décorrèle tout. Parce Voilà, que ça devient n'importe quoi. le vendeur, il est habitué à ça, le marché est habitué à ça, et ça devient une norme, alors que ça l'est pas de base. Ouais. Après, ça profite aussi aux gens sur place qui avaient des terres. Il y a des terrains ou des vieux appartements qu'ils avaient potentiellement fini de payer. On a des Parisiens qui achètent avec une grosse enveloppe et eux, ils sont contents. Ah, eux sont contents. Ah oui, c'est clair. bien Voilà. évidemment. Bah, oui. C'est comme à Marrakech, quand je parlais sur place avec un propriétaire d'hôtel qui m'expliquait un peu le marché, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de MRE, de Français d'origine qui sont venus investir. Et ceux qui étaient sur place, bah, ils ont vu que bah, l'immobilier a fait un gros boom. Donc il y en a certains qui faisaient un peu la gueule. Mais d'un autre côté, ça crée de l'emploi. Ça ramène du monde. Voilà, ça crée du monde. Ça fait des restaurants, ça fait de la construction, ça fait de l'hôtellerie. Donc ça fait une élimination qui fait qu'il bah, y a des projets qui se passent. Le marché, ok, il augmente, mais il y a de l'emploi qui se crée quand même. Donc il y a des côtés positifs et négatifs. Il faut voir d'où on se situe. Est-ce qu'on se situe Exactement. du côté acheteur ou du côté vendeur? Ouais, c'est ça. Puis même ceux qui peuvent pas forcément acheter, bah, ils ont peut-être un meilleur job avec un meilleur salaire. Donc il faut voir aussi leur prisme à eux. Et Manu, j'avais une question pour toi. Ouais. C'est quoi les compétences minimum que doit avoir un investisseur? On en parlait un petit peu avant, mais si jamais on devrait le dire aujourd'hui, qu'est-ce que... La première compétence, c'est d'avoir du culot quand même. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Là-dessus, faut avoir du culot, hein. Capacité à prendre des risques. Deuxième compétence, bah, c'est de savoir faire une addition et une soustraction. Des Savoir maths? faire des maths, hein. À un moment, c'est les chiffres qui parlent. Ensuite, il faut avoir des compétences, et ça, je pense, c'est quand même dans la vie, que ce soit en comptabilité, fiscalité, et connaître la législation. Parce que ça impacte forcément l'investissement. Le statut fiscal que vous allez prendre, il va impacter votre investissement. Mm. Ce que vous ne connaissez pas, typiquement, si votre comptable il fait une connerie et que vous ne connaissez pas les grands ports comptables, vous ne saurez pas lui dire « Attends, là, tu as fait une connerie dans ma déclaration. » Et ça, il faut savoir le faire. Sans être un expert, de savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si ça ne vous semble pas correct, vous pouvez lui poser la question, il va devoir vous expliquer ce qu'il a fait. Et là, vous allez voir si c'est bancal ou pas. Et là, typiquement, la fiscalité, pourquoi il faut s'y connaître? Je vais parler d'un sujet, la CFE. Quand vous louez à des étudiants, vous êtes seulement soumis au minimum de CFE. Je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a même pas 6 mois. C'est ma comptable qui m'envoie un mail. Normalement, vous devez être redevable que du minimum. Mon ancienne comptable ne me l'avait pas dit. Donc pendant 6 ans, j'ai payé des CFE plein pot. Et les impôts ne l'ont pas dit, j'imagine. Bah non, ah bah non, en plus, il le savait. Je Hein, il le sais savait. bien. Donc j'ai envoyé un recours donc, sur les années 2024, 2023, 2022, 2021. Je ne retrouve pas les documents d'avant parce que j'ai dû renvoyer les baux, les attestations étudiants, etc. Donc j'ai obtenu gain de cause sur 2024-2023. 2022-2021, ils disent c'est en cours. Bon, j'espère que j'aurai gain de cause. Mais en tout cas, voilà, vous devez le savoir. Article 1467. Normalement, voilà. Donc, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Je pense que beaucoup de personnes qui louent en meublé à des étudiants ne le savent pas. Je savais pas. Mais après, moi, je l'ai jamais payé la CFE. Donc, Tu t'en sors bien. peut-être que le comptable a fait les bonnes déclarations. Et pour en venir au culot, est-ce que tu te rappelles la première offre que tu avais fait avec l'agence immobilière? Monsieur, vous êtes sévère. Ah oui, j'avais fait une offre, je crois, je sais plus c'était combien, 50 ou 60 000 en dessous du prix. Je le reçois par mail de l'agence immobilière qui me dit votre offre est très sévère. Néanmoins, Néanmoins. il est prêt à baisser quand même fortement.
Comme quoi, le culot, c'est ça, c'est tenter une négociation. Et puis, si les chiffres ils sont pas bons, vous prenez pas l'affaire et puis c'est tout. Il faut aller la chercher, la bonne affaire. Si les chiffres sont pas bons, faut pas stresser de se dire je vais louper cette affaire. C'est pas bon, il y a 10 autres affaires à côté. C'est vrai que C'est très important. intéressant, même toi pour ta première opération, t'étais pas trop dans l'émotionnel. Je crois que quand t'avais acheté, t'avais fait des offres et t'étais pas non plus attaché au bien. La première, pas du tout. J'étais Pas pas du dans tout. l'émotionnel, par contre, la deuxième, oui. Parce que- en fait, j'explique. En gros, la première, j'étais sûr de moi parce que je connaissais bien le secteur. Et donc, C'était quel type de stratégie? c'était pour faire location meublée. Ok. Location meublée, je connaissais bien le secteur, j'achetais pas cher. Je savais que Maison Alfort était en plein boom, donc j'avais confiance en la ville. C'est une ville sûre, stable politiquement, il n'y a pas trop de virements de gauche à droite, etc. Parce que c'est intéressant aussi de le dire. Regardez aussi sur les politiques de la commune. Par exemple, j'ai vu le cas à Champigny. C'était communiste pendant des années. C'est passé à droite. Il y a eu un appel d'air, tous les promoteurs sont venus. Donc forcément, les résidences ont été beaucoup plus belles, les prix ont monté, etc. Donc ça peut être intéressant d'investir dans des villes comme ça. Mais après, on n'est pas à l'abri que ça revienne en arrière. Donc ça veut dire que si c'est passé à droite et que demain, il y a un changement politique et on passe à gauche, ils peuvent être encadrés que tu n'avais pas anticipé avant. Ok. Donc c'est pas pareil. C'est Et ça, faut le rétroactif. prendre en compte. Ça, faut le dire. Hein. Les communistes, voilà, on sait que... Ah ouais, voilà. parce que c'est pas eux qui font des cadeaux pour les gens. Hein. Attention, même pour les propriétaires et aussi pour les gens qui sont sur place. Donc c'est pas évident. Je sais que c'est pas forcément les villes communistes qui font plus de cadeaux. Hein. Donc attention. Tu peux te faire préempter dans les villes communistes. Et la deuxième achat, c'est parce que y avait le Grand Paris, du coup qui a pris du retard. La ligne 15 a pris du retard. Et j'ai acheté là où je savais que la ligne 15 n'arrivait pas très loin. Le projet, franchement, était vraiment sympa parce que quand tu le vois visuellement, on dirait que tu es à Barcelone. Ok. C'est une petite ruelle et l'immeuble, en fait, il est un style art déco. Et il a été refait de A à Z. Et donc, franchement, il est vraiment atypique et il plaît beaucoup aux gens. Quand tu passes, tu veux pas passer T'es pas ça en insensible. routine. T'es pas insensible. Il a vraiment un effet coup de cœur sur beaucoup de gens, cet immeuble et l'appartement en question. Donc, c'est ça que j'ai acheté par rapport à la façade qui me plaisait beaucoup, qui était atypique. Même à l'intérieur, la copro aussi. J'ai acheté à l'intérieur et puis en sachant qu'il y avait une 15 qui arrivait. Donc je voulais absolument l'achat. Et c'est vrai que des fois je me suis un petit peu emballé sur ce point-là, mais j'étais plus jeune, j'avais 28 ans. Là maintenant à refaire, je ferai un achat beaucoup plus froid. D'ailleurs dans le futur, ce que j'ai acheté après, totalement différent. Tête froide. Tête froide. Il Ouais. faut garder la tête froide quoi qu'il arrive. Parce qu'on a l'émulation d'acheter, etc. Surtout qu'à l'époque, il y avait les taux qui étaient plus bas. Donc tu voulais en profiter, tu voulais avancer. Tu pouvais même faire des doublettes, d'acheter 2 appartements en même temps avec 2 banques différentes. Donc c'est ça que ça donnait envie d'acheter. Mais faut faire attention, parce que encore une fois, c'est des gros montants. Donc faut pas s'y perdre. Moi, c'est vrai que par rapport à la doublette, moi, je l'ai jamais fait. Parce que je partais du principe que le banquier allait me suivre dans mes futures opérations, les prochaines que j'allais faire, et je voulais pas le cacher. Je voulais qu'on ait cette relation de confiance en disant voici mes chiffres, voici ce que je génère. Est-ce que vous me suivez sur un autre projet? Si la réponse était oui, alors que même si des fois je voulais aller très très vite, eh ben, je me freinais. Parce que si ça se passait pas comme j'avais voulu et que j'ai 2 crédits et que j'ai pas encore mes loyers, etc., ça pouvait me mettre dans le rouge. Donc je l'ai jamais fait par rapport à la relation de confiance. Je comprends. Mais par contre, ceux qui l'ont fait, effectivement, ils ont eu des. Je peux en parler. J'avais la sœur d'un ami qui a fait ça. Elle a fait son crédit avec le Crédit Agricole et la doublette avec la Banque Postale. Dans les deux, les conditions qu'ils ont demandé, c'est de rapatriement le salaire. Elle était à la caisse d'épargne. Vous venez on vous finance, mais vous mettez le salaire. Donc, elle a mis au Crédit Agricole. La Banque Postale, ils n'ont jamais eu le salaire. Que des courriers. Vous nous avez dit que vous devez mettre le salaire. Pourquoi on n'a pas mis le salaire? Patati, patata, patata. Relation de confiance biaisée, c'est fini. Bah, Donc je en suis fait, d'accord. ça se ferme une porte. Ouais, Donc- mais c'est sûr. Pour le coup, moi, ce que je conseille en général aux gens, c'est-à-dire qu'il faut créer cette relation de confiance avec le conseiller bancaire. Bon, moi, pour le coup, le directeur de banque, il est parti, donc je suis reparti à zéro. Mais en gros, Tu pouvais pas le suivre quand il est parti? non, Tu c'est pouvais pas. un autre service en interne. Ah d'accord. Mais en gros, j'aurais préféré continuer avec lui parce que c'est vrai qu'il me faisait confiance sur mes projets. Et du coup, j'ai ramené des gens, des investisseurs, donc on était assez proches, donc ça allait, ça me facilitait. Puis j'avais même son numéro de téléphone, ça paraît tout bête, hein. Mais quand on a des questions urgentes parce que la déclaration d'impôt elle est à faire ou parce que le crédit arrive, etc., tu as une question sur le bien que tu avais fait, le prêt, renvoie-moi l'offre de prêt, etc. Quand tu connais bien, tu as facilement l'information. Quand tu n'as aucun lien avec le conseiller bancaire, ça peut être plus compliqué. Ouais, je peux t'en parler. Le directeur d'agence qui m'a suivi sur mon projet d'immeuble, il est parti il y a de ça 1 an dans une autre ville et je lui ai dit écoutez, j'ai un nouveau projet, est-ce que vous allez pouvoir me suivre, etc. Non, tant que vous n'êtes pas fâché avec le crédit agricole de votre ville,
je peux pas vous récupérer. Non, mais ils veulent pas me suivre. Oui, mais c'est pas un motif légitime pour pouvoir vous rapatrier là-bas en sachant que vous habitez dans la même ville de la banque. Donc je pourrais Ouais, pas je vous suivre. comprends. Donc, Après, il faut savoir aussi que si on veut avoir un taux un peu plus intéressant, par exemple, tu habites à Paris, tu veux avoir un taux et tu trouves que ce que la banque te propose, c'est un peu dur, entre guillemets, tu peux tout à fait voir en région une banque et eux, comme ils ont moins de demandes de prêt immobilier, en général, ils ont des conditions plus favorables. Et moi, pour le coup, j'avais fait un projet avec une banque en Bretagne, alors que j'ai même pas été sur place, hein, mais c'est par le biais d'une relation. Et du coup, je faisais tout par téléphone et j'avais un taux super intéressant parce que forcément, bah, là où j'ai acheté, c'était en 92 et en Bretagne, ils avaient moins de montage de prêt. Donc forcément, les conditions étaient plus favorables. Tout à fait. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est aussi aller voir d'autres banques qui vous proposent un taux et après rediscuter avec votre banque. Voilà, telle banque me propose tant comme taux. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher? Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant, je pense. Et après, ils acceptent souvent de voilà, revenir à un taux, on va dire, correct, pour pas dire le contraire. Je pense que vous avez offert des chocolats à votre banquier à Noël. Vous l'avez tous fait. je l'ai offert aux locataires. Moi, je le faisais aux locataires, mais je le fais plus maintenant. Ok. Ah, je le fais plus. Il n'y a pas assez de valeur en retour. Le logement est toujours aussi sale. Il y a des choses qui ne sont pas faites. J'ai arrêté. Par contre, si je fais la location meublée classique, effectivement, et j'ai un locataire qui est là depuis maintenant 15 ans dans le logement, je l'ai récupéré déjà loué, lui, je lui envoie systématiquement. Ok. Il est très content, il m'envoie un texto, il est ravi comme tout. Donc, effectivement. Mais j'ai pas fait, c'est une bonne idée ça. Ah, moi, Ça j'ai peut fait, faciliter. si, Ça peut faciliter. Ça facilite. Ça peut faciliter. Et j'ai une autre question. Dans l'idée de vendre pour réinvestir, parce que la plus-value que tu attendais pour le logement que tu vas avoir, toi pareil, tu t'es sorti, est-ce que vous allez remettre dans de l'immobilier par exemple, à l'étranger ou dans d'autres supports? Comment... Moi, il y aura les deux, puisque j'investis déjà sur d'autres supports, que ce soit la bourse, un peu de crowdfunding aussi, que je fais, ou un peu de crypto. Donc voilà, mais sinon, je pense que je vais refaire de l'immobilier à l'étranger aussi derrière. C'est toi, Mike? Moi, crypto, j'en suis sorti, j'ai arrêté parce que je maîtrise pas, donc ça me gave. En fait, j'aime bien avoir les mains dedans. Et moi, au quotidien, je travaille dans l'immobilier depuis 10 ans. Donc, je préfère rester dans l'immobilier finalement et foncer, foncer, foncer. Alors, j'avais pas fait all-in dans la crypto, hein, mais j'avais mis une somme, j'ai récupéré il y a quelques mois. Et pour le coup, les prochains, je pense investir à l'étranger. Honnêtement, je pense à acheter à Marrakech. J'en suis quasiment sûr même. Donc là, je garde encore de l'IMO ici en France, en région parisienne. Et soit je partais vers Lyon, au sud de la France, je me pose un peu des questions, parce que j'ai des contacts sur place. Mais là, franchement, je pense que je suis convaincu d'acheter à Marrakech parce que les rendements sont vraiment intéressants. Et il y a tellement de projets qui se font sur place que j'ai envie de tester. Je peux vous poser une question. Effectivement, on n'a pas encore investi à l'étranger. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à regarder quand on a investi à l'étranger? Déjà, avoir du réseau sur place. Parce que l'étranger, c'est comme si tu achètes en province. Peu importe, t'es pas sur place tout le temps en fin de compte. Donc si t'as pas des gens solides sur place, moi c'est par le biais de ma chaîne YouTube que j'ai pu faire des connaissances à Marrakech et Dubaï et Marbella. Mais surtout Marrakech, là j'ai vraiment des gens sur place en qui j'ai confiance. Et donc à force de les voir et de leur parler, même sur WhatsApp et autres, je sais que je peux acheter sur place et j'aurai entre guillemets, une sécurité sur mon achat. Maintenant, sur la province c'est pareil. Quand on n'est pas sur place, comme on dit tout à l'heure, bah, s'il y a un problème sur un locataire, s'il y a un problème de travaux, etc., c'est pas évident. Donc soit on a un job, on peut facilement partir du jour au lendemain pendant 24 heures pour vérifier ce qui se passe. Si c'est pas le cas, pensez bien à vérifier tout en amont. Soit vous avez un relais sur place, ou alors vous faites vraiment confiance à une équipe de travaux que vous connaissez. Oui, c'est sûr. De toute façon, il faut avoir les yeux partout quand on fait de l'investissement, et surtout à l'étranger, parce qu'on ne parle pas d'une heure de voiture ou 30 minutes de train. C'est sûr, c'est sûr. Mais dans tous les cas, il faut être convaincu par son achat. Il ne faut pas avoir de doute. Au départ, si on doute trop, faut pas aller. Faut pas y aller. Faut aller, ouais. S'il y a trop de points négatifs, comme a dit Manu, il ne faut pas avoir peur de se retirer de l'opération. Il y en aura d'autres. C'est pas grave. Parce que si on fonce, malgré les indices de mauvais investissement, et on fonce, on peut regretter par la suite. Et encore une fois, c'est des gros montants dont on parle. Donc il peut y avoir des gros problèmes dans le futur. C'est sûr, parce que je sais que j'étais sur un projet d'acheter un autre immeuble dans la région où j'avais mon premier immeuble, avec toute une stratégie axée sur la colocation. Il s'avère que la ville dans laquelle j'investis, la colocation fonctionne, mais ce n'est pas le rendement le plus fou qui existe. Donc je me dis, faire une dernière opération sur un immeuble où la colocation
n'est pas forcément la plus optimale, ça serait peut-être me mettre une balle dans le pied. Donc je suis sorti. Parce que là, je voulais faire vraiment un gros truc. J'ai dit non, je préférais sortir parce que les maths, quand tout est favorable, c'est beau, mais si jamais c'était pas assez favorable, je perds des billes. Donc ça m'intéressait pas. Ouais, je comprends. C'est que des maths, hein. Il y a vraiment zéro émotion. Et c'est pour ça que quand on investit, faut souvent essayer d'attraper plusieurs lièvres à la fois. Pour pas être détaché. Pour être au contraire, totalement détaché. Si on l'a attrapé, c'est bien. Si on l'a pas, c'est pas grave, il y a un autre. Et si on en a deux, c'est encore mieux parce qu'on peut mieux négocier. On n'est pas attaché émotionnellement. Moi, c'est ce que je recommande en Ouais, tout cas. t'as raison. Il faut bien se renseigner aussi. Comme on disait sur les projets futurs de la ville, par exemple, si on ne sait pas, mais qu'à 1 km, il y a une prison qui va avoir le jour, bah, le prix de l'immobilier peut baisser. Parce qu'il y a plein de propriétaires qui peuvent vendre d'un coup, du coup le prix baisse, etc. Donc il faut vraiment tout anticiper, se renseigner, être curieux, poser beaucoup de questions. Maintenant, on a pas mal d'outils avec Google, etc. Mais il ne faut pas hésiter à se renseigner. Franchement, parce que on dit sur YouTube, on peut faire rêver beaucoup de gens. Nous, c'est pas notre cas, on préfère être sincère, c'est notre démarche. Néanmoins, si on dit que tout est facile, c'est faux parce Non, que c'est faux, c'est faux. les gens vont avoir des déconvenus. Donc, il faut vraiment se renseigner, faire chose carrée, approfondir la recherche. Comme on le disait par rapport aux travaux, être sûr, quasi sûr de l'efficacité de l'entreprise. Et après, bon, bah, dès qu'on est parti, on se lance, hein, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est des chiffres qui sont mis dans un cadre. C'est-à-dire, les chiffres, ils peuvent être bons sur le papier, il faut regarder dans le cadre si ça s'applique vraiment. Vous voulez faire de la colocation, est-ce que la colocation, ça fonctionne? Vous voulez Effectivement. faire du Airbnb, est-ce que ça fonctionne dans cette ville? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que... Exactement. Voilà, il faut regarder dans quel cadre on travaille. Et effectivement, faire du mobilier, un, c'est pas facile. Deux, c'est prenant. Ceux qui pensent que c'est vraiment passif, c'est faux. C'est faux. C'est faux, je dis. Si vous voulez que ce soit vraiment passif, il n'y aura pas de rendement ou des problèmes. Des problèmes. Si on veut que ce soit passif, il faut être blindé. Ouais. Si tu es blindé, tu as un locataire qui ne paye pas, pendant 6 mois, tu n'es pas concerné, tu t'en fous. Ton appartement est déjà payé. Mais quand tu dépends d'un remboursement D'une mensuel dette. avec la banque, moi j'ai un ami, il a fait confiance à 2 femmes, pour le coup, parce qu'il en connaissait une. Donc c'était 2 colocs. Donc il n'est pas passé par une assurance de loyer Impayé. impayé. La GLI. Il a fait confiance et elles n'ont jamais payé pendant 1 an. Wow. Et lui, du coup, son projet d'achat de maison qu'il avait dans 77, il a dû l'avorter pendant ce temps-là, faire un crédit conso pour pallier au fait qu'il n'ait pas de remboursement C'est fou. du locataire. C'est fou. Ouais, c'est de Vous la imaginez folie. Donc forcément, faut vraiment tout mettre carte sur table et faire attention. Ouais. Parce que moi, l'assurance loyer impayé, je l'apprends systématiquement. D'office aussi. Il faut l'apprendre. Il faut vraiment l'apprendre. D'office. Si tout va bien, tout va bien. Mais s'il y a un problème, au moins on est bien pris en charge. Quoi qu'il arrive, moi j'ai eu le cas. Pendant 4 mois, mon locataire n'a pas payé. Bah, du coup, j'avais l'assurance loyer impayé. J'ai pas été impacté. Du coup, c'est eux qui ont fait les démarches, les relances avec les huissiers, etc. J'étais pas concerné encore une fois. Mais quand on est concerné par ça, pendant 4 mois, il faut assumer un crédit IMO dans lequel on ne vit pas. Waouh. Par rapport à ça, tu prends quoi, toi, Flo? Moi, perso, je prends Studapart ou Visal. Studapart, pareil. Je me prends pas la tête. Pareil, Studapart et je fais payer au locataire la GLI systématique. Comme ça me permet de, d'une part, vérifier l'aspect financier du locataire, entre guillemets, du candidat. Est-ce qu'il est en capacité de le payer? Oui. Ça me rassure, moi personnellement, et ça rassure la banque aussi, pour les futurs projets, en disant, regardez, j'ai une GLI, j'ai ci, j'ai ça. Et tout mon parc est sécurisé comme ça. Donc moi, j'ai eu 0 impayé 100% sur l'habitation, et j'ai eu 100% d'impayé sur du local commercial. Ok. Chacun son truc. Et toi, Mike, tu prends quoi? Moi, j'étais passé par, je peux leur faire de la pub, mais en gros, c'est une enseigne très connue. Ouais. Et du coup, en interne, ils ont leur assurance. Donc, c'est pas comme si c'était une assurance externe type AXA ou autre, c'est en interne. Donc, l'avantage, c'était que si par exemple, on est début de mois de juillet, j'ai pas été payé, tout de suite, je reçois mon loyer et c'est eux qui font les démarches. Ok, bien. Pendant combien de temps Ils gèrent. D'accord. Moi, je suis pas Ça, concerné. c'est super. C'est eux qui commencent avec les avocats à établir les démarches. Moi, j'étais pas concerné. Après, depuis, j'ai quelqu'un de ma famille qui est dans un de mes appartements, donc on marche à la confiance. Et l'autre, je l'ai acheté, mais c'est pour revendre. Donc, Pas besoin pour le moment. pas besoin pour le Pas moment. besoin pour le moment, ouais. C'est un 4 pièces que je vais revendre. Ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir par rapport aux impayés, j'ai eu 100% d'impayés sur un local commercial parce que comme je m'y connaissais pas, j'ai fait 100% confiance à une agence, mais qui n'y connaissait pas elle non plus. Parce que c'est particulier les locaux commerciaux. Donc maintenant, je sais que si jamais je dois faire signer un bail, je le ferai chez le notaire, un bail notarié, Ok. avec exécution de payer le loyer. Et si c'est pas fait un mois après, c'est commandement payé et c'est un office, un représentant de la loi qui vient faire les démarches pour l'expulser.
Parce que le notaire a cette figure d'autorité et acte de faire appliquer la loi, alors qu'une agence immobilière ne l'a pas. Ok. Ok. Un acte notarié. Ça Ah coûte bah. plus cher. On peut faire C'est carré. c'est 2000 euros, je crois. C'est 2000 euros. Et on peut faire 50-50 avec le locataire et le propriétaire. Mais je préfère faire ça, investir une partie, pour m'assurer pendant au moins 3 ans, parce que c'est des bails 3-6-9. Pendant 3 ans, je sais que je suis tranquille. Ok. Et ça m'évite en fait de faire des procédures, parce que je t'avais dit ce que Ouais, j'ai fait. t'as eu Hein. mal à la tête. Hein. T'as eu mal à la tête. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est Moi, quoi pour le coup, la personne qui était chez moi, il n'a pas payé pendant 4 mois. Par contre, j'ai récupéré mon appartement au bout de 4 ans. Nickel. Il était vraiment propre. Franchement, rien à voir avec le deuxième appartement que j'ai acheté. Par contre, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui, lui, avait également l'assurance loyer impayé. Donc, il n'était pas impacté au quotidien par le fait qu'il n'ait pas été payé par le locataire. Cependant, un gros point, c'est qu'en fait, la personne qui était à l'intérieur, par haine, par le fait qu'il y ait des huissiers qui sont après elle, etc., c'est une femme. Et bah, ce qu'elle fait, c'est que elle lui détruit son appartement. Ah, tout cassé. En fait, elle met de l'humidité partout, donc il y a beaucoup d'humidité, et donc il sait qu'à terme, quand il va récupérer son appartement, bah, il aura beaucoup de travaux à faire. Parce qu'elle est encore dedans jusqu'à quand? Elle est dedans, ouais. Bah, elle va partir bientôt, apparemment. Mais bon, avec la France, le problème, c'est que la France, quand tu connais bien la loi, tu peux être protégé et jouer avec. Et donc, last minute, à chaque fois, elle déposait le dossier, c'était reconduit, et ça fait plus de 2 ans qu'elle reste dans son appartement. Bon, je pourrais pas en parler là, sans mais il payer. faut faire des choses de pirate. Hein. Je peux pas en parler, mais moi, voilà. T'as eu aussi une. Voilà, j'ai eu un petit truc, mais moi, ça s'est réglé vite. Je veux dire, je connais aussi bien la loi. Voilà, faut les faire rentrer dans la loi. Personne sait ce qui s'est passé entre vous, mais on est dans la loi. Voilà, sinon, ça peut aller très vite, quoi. Et ça peut aller loin. Moi, je supporte pas, en fait. Je pourrais pas supporter d'avoir un impayé. Genre, 2 mois, ça, je supporterais pas. Moi, en plus, c'était pas un problème d'impayé, hein, c'était un problème de nuisance. J'avais un locataire qui faisait des nuisances. Je l'ai prévenu plusieurs fois et un jour, j'ai reçu un courrier du syndic qui me demande de payer 75 € à cause des nuisances de mon locataire. Là, j'ai. T'as vu rouge. Voilà, j'ai vu rouge et ça s'est réglé quand on devait le régler. Mais oui, il faut régler vite ces choses-là parce que je pense que malheureusement, en France, les lois protègent beaucoup trop les locataires. Écoutez, merci en tout cas pour tout ça, pour les témoignages. Mike, merci, on a fini. Super. Comment on fait pour te retrouver? Bah écoute, sur Instagram, c'est mike.mrn, la chaîne YouTube Mike Marine. Ok. Manu? Bah, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hein, Manu Dagave. Et puis après, ma chaîne YouTube, bah, vous retombez là-dessus à partir de mon Instagram. Et toi, Flo? Master Mogold sur Instagram. Ah voilà, c'est important. Voilà. Merci les gars. Merci Ça à m'a vous. fait plaisir Yes. à vous d'échanger avec vous. Un plaisir. Au plaisir. En tout cas, partagez.